Radio Pirate. Est-ce que je dois faire comme j'ai vu cette semaine avec mon amie, comment elle s'appelle, Marie-Louise, c'est ça, Marie-Louise Arsenault? C'est Marie-Louise. Étienne Alexandre Beauregard, formé en philosophie politique, administration publique. Étienne Alexandre, t'es salué, mon ami, bienvenue. T'es la vedette de la semaine. Là. Ah, ben écoute, c'est gentil. Merci de m'inviter, Jeff. Oui. Hey, faut qu'on parle. Ben d'abord, l'histoire du premier livre, là, en partant, là, parce que c'est ça qui a tout provoqué ton ascension, finalement. C'est le premier livre. Parce que ce que j'ai entendu dans l'entrevue, c'est que tu as fait un premier livre, et à partir de ce moment-là, le premier ministre a vu ce livre-là, où quelqu'un me dit qu'il t'avait fait un bon livre, et c'est là que tu as été engagé, puis par après, ben, ça a comme déboulé. Là. Ouais. Mais le premier livre, tu avais quel âge? Moi, j'avais 21 ans. Dans le fond, ça a été un projet pandémie, là, on s'entend. Quand tout était fermé, moi, j'étais au cégep à l'époque. Puis, tu sais, j'ai toujours été un intello à lunettes. Bon, j'avais pas toujours des lunettes, mais j'ai toujours été un intello. Et t'es un gars de Cap-Rouge? Oui, j'étais un gars de Cap-Rouge. Est-ce que t'es un gars du SSF? Non, moi, je suis allé à Saint-Charles-Garnier. OK. Justement, parce que je suis pas un sportif. Parce que t'es pas sportif, non, c'est c'est ça. ça. Ouais, ça Exact. n'aurait pas trop fité. Ouais. Moi, j'étais allé à l'Arbrisseau sur la promenade des Sœurs. Je restais dans ce coin-là. Fait que bref. Okay. Et puis, donc, j'étais au cégep à l'époque quand tout est fermé. Puis moi, j'avais l'ambition, justement, d'écrire un livre et tout. Puis je me suis dit, bon, là, j'ai du temps, clairement. J'ai rien à faire chez nous. Fait que je me suis mis vraiment à lire. J'ai lu une centaine de livres sur l'histoire du Québec et tout. Puis ça a donné le schisme identitaire, donc, qui est sorti en 2022 chez Boréal, que la thèse, grosso modo, c'était de dire, OK, le grand débat au Québec aujourd'hui, il est plus tant entre fédéralistes et souverainistes qu'entre nationalistes, d'aucuns diraient identitaires, et multiculturalistes. Ouais. Puis c'était, justement, c'est sorti en 2022, donc dans la foulée du premier mandat de la CAQ. Puis moi, j'étais déjà impliqué, j'ai été impliqué en politique depuis que j'avais 16-17 ans. Je militais à l'époque, justement, à l'aile jeunesse de la Coalition de Québec. Puis à ce moment-là, j'ai eu un appel, justement, comme quoi, est-ce que tu voudrais venir écrire les discours du PM Legault? Fait que j'ai dit oui à ce moment-là. J'ai fait ça en 2022-2025. Là, j'ai quitté maintenant pour l'Institut Cartus. OK. Ça, on va y revenir à ce bout-là. Ouais. Mais je m'intéresse pareil parce que 21 ans, je comprends la pandémie, on cherche un peu. Tu fais beaucoup. Donc, tu me dis, j'étais un nerd, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ça? Est-ce que c'est tes parents? C'est-tu complètement autodidacte dans le sens que même tes parents sont un peu surpris de ton cheminement? Qu'est-ce qui a fait que, à ton âge, à part le fait que tu es plus nerd que la moyenne, puis tu es emballé par ce genre de sujet-là, y a-tu un élément, y a-tu quelque chose qui a allumé ça en toi ou c'est arrivé comme ça? Ben, je sais pas si c'est tant familial, mais tu sais, c'est sûr que moi, je viens quand même dans une famille, tu sais, tout le monde a fait des études universitaires, c'est des gens qui sont assez portés sur la culture, sur les livres. T'sais, moi, j'ai toujours eu la chance de grandir dans ce milieu-là. Des gens qui sont politisés comme la plupart des gens de ces milieux-là, mais qui n'ont jamais été impliqués en politique. Moi, je te dirais, j'en parle dans... Est-ce que ça en parlait sur l'heure du souper? C'est-tu des discussions à l'occasion. Pas plus qu'il faut. C'est pas tant de là que c'est parti, tu sais. Puis j'en parle justement au début du schisme identitaire, sur le bout un peu plus personnel. Puis moi, c'est vraiment quand j'étais au secondaire, je sais pas si tu te souviens de la chronique que Jean-François Lisée il avait faite une couple d'années plus tard, Identité anti-québécoise, tu sais. Comme quoi, dans les écoles, maintenant... le fait d'être québécois, c'est putain populaire, parce que, bon, une diversité ethnoculturelle croissante. Puis, moi, j'étais dans un collège privé, là, c'était pas le goulag, là. J'adorais mon expérience au secondaire, mais je voyais quand même que assumer la référence québécoise, c'était comme difficile, au point où t'en avais qui allaient même s'inventer des origines étrangères juste pour pas être québécois. C'était tellement pas sexy. Puis là, moi, ça m'a sonné une petite cloche. Genre, OK, mais qu'est-ce qui se passe là? T'sais? Puis là, j'ai comme commencé à m'intéresser un peu plus. Puis il faut dire, on est autour de 2015-2016. Fait que c'est comme une grosse année de politisation sur la question identitaire. Ouais. On sortait de la Charte des valeurs. T'as eu la crise des migrants en Europe. Tu as eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Tu as eu le Brexit. Fait que c'était vraiment comme un moment là, de médiatisation intense de la question identitaire. Puis c'est vraiment dans ce milieu-là que moi, j'ai commencé à baigner, à me poser ces questions-là. Fait que je te dirais, le contexte, c'est peut-être un peu ça. Là. OK. Mais tu es un nerd, comme c'est toi qui le dis, mais tu es quelqu'un, tu as l'air jaseux, tu es facile d'approche, tu as l'air être bon du monde, comme on dit. Donc, tu n'es pas quelqu'un de renfermer. C'est souvent, il y a des nerds, ils sont chez eux, ils checkent la patente, ils écrivent, ils sont un peu solitaires. Toi, t'es pas ça, là. Toi, t'es pas... Ben, j'espère que non. Non, t'es pas ça, 0, 0, 0, 0. Donc là, il arrive l'histoire, ton livre sort, intéresse, il y a quelqu'un au gouvernement qui tombe là-dessus, on est en pleine pandémie, puis t'as 21 ans, puis il y a quelqu'un qui t'appelle puis qui dit ouais, peut-être que le premier ministre est intéressé, est-ce que tu te joignes en équipe? Je sais pas, pardon, de même, c'est ça qui est arrivé? Oui, bien, moi, je précise quand même, j'avais déjà été stagiaire au bureau, mais tu sais, je répondais à correspondance. Là, c'est vraiment la job qu'on donne aux jeunes qui étaient là, à temps partiel, puis tout. Fait que je connaissais une couple de personnes dans l'équipe. Mais oui, puis à l'époque,
si on veut vraiment faire la petite histoire, j'avais fait une session à Paris, j'avais fait 6 mois là-bas, puis là, justement, bon, j'avais pas même d'économie, à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma peau? Puis là, quand j'ai eu cet appel-là, ça m'a fait bien plaisir aussi, parce que là, au moins, c'est une job, tu sais. Oui, mais ça. Voilà. Tu as une bonne main d'écriture, puis tu es capable de faire des textes, fait que là, ils ont dit que c'est numéro 1. Ouais, ben, en tout cas, j'espère. Oh, Sinon, j'imagine que je ne publierais pas des livres. C'est pas tout le monde qui peut faire cette job-là. Là. Ouais, non. C'est une job qui est quand même particulière, puis je pense que le fait d'avoir milité aussi, puis moi, je pense que les meilleurs communicateurs, entre guillemets, souvent, c'est des gens qui ont fait de la philo, qui ont fait de la Sciences Po, etc., parce que ça te donne la profondeur pour le verbaliser. D'une certaine manière, je sais pas, le côté communication, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, mais d'avoir la profondeur, c'est ça qui te permet de communiquer comme il faut, en tout cas. Oui, je comprends. Très bien, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Parce que quand j'ai entendu ton entrevue, une des choses qui m'a intéressé, c'est ton amour pour la liberté, OK? Et là, tu embarques dans un gouvernement, qui est le gouvernement de la CAQ, où on est dans une histoire un peu invraisemblable qui est la COVID, où on a transgressé des choses, en tout cas, à mes yeux, au niveau... tu sais, c'était... Puis, je vais le dire dans le terme qui me vient à l'esprit, il y avait un côté anti-liberté qui était... de toute la manière qu'on le faisait. C'était quoi déjà le terme qu'on utilisait pour... le gouvernement, ce qui renouvelait continuellement, là, j'oublie. C'est les décrets. C'était les décrets. Gouverné par décret. Donc, on était gouverné par décret. Il y avait des droits fondamentaux qui avaient quand même été bafoués, en tout cas, à mes yeux, à moi, pas aux yeux de plusieurs. Puis là, le gouvernement est là-dedans, puis plus on dirait il avance là-dedans et plus il est à l'aise là-dedans. Toi, tu te joins à eux. Puis je comprends qu'à la CAQ, il y en a quelques-uns qui pensaient qu'il y avait un fonds conservateur dans le parti de François Legault. Mais toi qui es amoureux de la liberté, parce que je sens, puis je sais que quand t'en parles... de la liberté dans ce livre-là. Hein? Oui, je sais. Très. Puis je pense que, comment dire, on n'appartient peut-être pas à la même sous-branche de la droite québécoise. Tu sais, moi, comme je dis, c'est vraiment à travers la question identitaire que je me suis politisé. Puis moi, c'était ça la priorité. Fait que c'était naturel pour quelqu'un nationaliste de centre-droit, mais de me joindre à ce gouvernement-là. Puis tu sais, moi, ma période de politisation, disons, ça n'a pas été le COVID. T'sais, j'en connais que ça a vraiment été ça, qui les a comme réveillés politiquement, que ça a été en réaction par rapport à ça. Mais moi, ça n'a pas été ça. Puis, tu sais, écoute, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas vécu comme ça, mais je pense qu'on a comme un désaccord persistant entre les gens qui sont plus dans la mouvance de droite, libérale, libertarienne, puis les gens qui sont plus nationalistes comme moi. Exact. On n'a pas le même focus, mettons. Et ça, c'est très important. Mais tu l'as dit un peu dans l'entrevue qu'on a vue, le vidéo qu'on a vue cette semaine. Tu l'as dit, là, mais je pense que c'est important d'aller plus loin un peu. Il y a une différence entre la droite libertarienne et la droite nationaliste. C'est quoi la droite nationaliste? La droite libertarienne, je la connais très bien, mais la droite nationaliste, tu la définis comment? Bien, moi, d'abord, je pense que c'est ceux pour qui c'est le Québec d'abord, puis qui sont d'abord préoccupés de la survie du peuple québécois. On peut passer par 4 chemins, la majorité historique francophone, la continuité de l'aventure française en Amérique. On sait de qui et de quoi on parle. Et pour qui la préservation, justement, de ce noyau culturel qui est le cœur du Québec, veut pas, c'est la priorité politique. Puis moi, c'est ça, c'est pour ça que je m'engage politiquement. Puis après, je pense aussi que on peut dire quand même que le nationalisme a été tristement associé trop à gauche, à mon sens, depuis les années 60-70. Peut-être qu'on s'est trop fié sur l'État-providence comme sublimation de la nation. Puis là, c'est là que moi, par exemple, dans ce livre-là, j'arrive avec un discours différent. T'es un péquiste des années 80. Ben là, je suis pas sûr que j'irais là, dans le sens que... Parce que est-ce que tu... Comment tu vois le PQ en 1980 à peu près? Parce que mon père, je le considère comme dans ma tête, à moi, le péquiste, mon père était député du Bloc. Ouais. Mon père est est très différent de ce qu'est un péquiste aujourd'hui. Donc, mon père, je le décris justement comme un nationaliste. Et c'était un gars qui était à droite économiquement. Donc, je le considérais comme ce que tu es. Puis je sais que pour les plus jeunes, on a l'impression que le PQ a toujours été le PQ d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait la social-démocratie, dans le fond. Il y avait en 1976. Mais c'était pas au cœur autant que ça l'est aujourd'hui. C'était un outil pour que le Québec soit comme indépendant, puis soit fier de lui, puis qu'il devienne plus prospère. Mais c'était pas... C'est plus à travers les décennies que c'est devenu quasiment plus important que, finalement, la souveraineté du Québec. Mais dans les années 80, moi, j'ai l'impression... Puis c'est un bon débat, parce que je sais que j'ai le débat régulièrement avec Mathieu Bock-Côté là-dessus. Il faut absolument que le PQ revienne à ce que toi, tu décris, ce que toi, tu es en train de jaser là. Et on a beaucoup de misère à...
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à faire comprendre ça aux gens du PQ parce qu'ils sont tellement imbibés de la social-démocratie, du gros gouvernement, même je dirais, du socialisme pur, puis de la grénitude, tout ce que tu veux, que même le côté identitaire n'est pas aussi débattu qu'il devrait l'être. Il y a un espace dans la politique actuelle, il y a quelqu'un qui peut prendre cette option-là parce que c'est pas... Oui, la CAQ le fait dans les dernières années, mais même Éric Duhaime pourrait ramasser cette option-là qui n'est pas... Il n'y a pas un parti... Lui, c'est le parti qui vraiment est le parti nationaliste qui défend l'ADN du peuple québécois. Il n'y en a pas en ce moment. Je ne sais pas si tu vois ça. Puis, pour le dire ainsi, c'est souvent une réflexion que j'ai eue dans les années, justement, 70, où on peut dire que le PQ a vraiment pris le dessus sur l'Union nationale comme porteur de ballon du nationalisme québécois. T'en as beaucoup qui sont ralliés. Évidemment, Pierre-Marc Johnson, le fils de Daniel, c'est un bel exemple. Oui. Mais Jean-Guy Cardinal, qui avait été quand même vice-premier ministre à l'époque avec l'Union nationale, des gens comme Jean-François Bertrand. Il y a toute une frange de l'Union nationale qui a décidé, puis après Rodrigue Biron, etc., qui ont décidé de s'allier avec le Parti québécois. Mais je pense qu'ils ont toujours été un peu le partenaire junior de la coalition, pour le dire comme ça, dans le sens que par fidélité envers le projet indépendantiste qu'on peut admirer, ils ont souvent accepté d'avaler des couleuvres qui peut-être n'auraient pas dû avaler. C'est pour ça, je pense, que la droite nationale québécoise aujourd'hui est mal en point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pour la promesse future, ont accepté vraiment de mettre beaucoup d'eau. Ils ont mis beaucoup d'eau dans le vin, puis là, ça goûte plus bien le vin. Voilà, parce que moi, je l'ai vécu. Je suis plus vieux que toi, mais je l'ai vécu, mais les années en 76, j'ai 9 ans. 76, j'ai 9 ans. Le référendum de 80, je vote pas encore, mais on le vit tous. Mais j'avais le feeling que j'avais, puis toi, tu as lu plus de livres, puis il y a plus d'empreintes de ça quelque part, c'est clair. Mais donc moi, je pensais que c'était plus eux autres qui étaient en charge du parti. Donc, finalement, il était un peu à côté, puis on avait besoin, on s'en servait, mais il n'était pas nécessairement impliqué dans ça. C'est sûr que tu as des gens comme Jean Caron qui incarnaient ça, mais pour moi, ils n'ont jamais été la force dirigeante du parti. Puis d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai souvent, tu me diras ce que tu en penses, sur la postérité de l'Union nationale. Puis là, c'est un débat d'intello, mais c'est intéressant quand on pense la politique. Pourquoi est-ce que Maurice Duplessis, son gouvernement, alors qu'ils ont fait énormément de bien pour le Québec, ont été salis sans bon sens au point où aujourd'hui c'est une insulte? Je pense que ça vient en bonne partie du fait que... Les liens avec les religieux. Ah, non, autre chose. Là, c'est vraiment l'analyse métapolitique, là, mais du fait qu'après, les deux partis qui sont arrivés étaient des branches du Parti libéral. Fait que, tu sais, Lévesque, il menait la grève de Radio-Canada contre Duplessis. Les libéraux, c'était ses adversaires de toujours. Fait que c'est comme si ta postérité est écrite juste par ceux qui t'ont détesté, puis qu'après ça, ils se divisent en franges puis qu'ils font un débat politique. C'est sûr que tu vas être sali, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans où la droite québécoise, elle a toujours existé. Tu sais, des gens, des nationalistes conservateurs, ils ont toujours existé, mais est-ce qu'ils ont été capables d'être en charge d'un parti politique? Je pense que non, en tout cas pas depuis un mois. Mais c'est un mélange pareil, puis c'est la droite nationale que tu parles. Tu sais, les 68 arts, ceux qui avaient 20 ans en 1968, là, eux autres, c'est des anti-religieux carabinés. Eux autres, là, c'est l'Église, les curés, c'est presque des ennemis pour eux autres. Pourtant, c'est des indépendantistes. Et eux autres, ils étaient, à quelque part, c'est-à-dire un peu associés avec les plus vieux, ceux qui ont peut-être sont les 15, 80, 85 ans aujourd'hui, les vieux nationalistes, de l'âge de mon père, mettons, là. Qu'eux autres, il y a eu une genre de coalition quelque part, parce que toute la gang, là, c'était toutes des anti-religions. Toute la gang du Parti québécois en 1976, c'était toutes des anti-religions, toute la gang. Donc, ils sont un peu à l'origine de la société laïque d'aujourd'hui. Oui, parce que la religion, je dis la religion dans le sens que où est-ce que le Québec se tient, où est-ce qu'on s'agrippe, c'est après le gouvernement et non après une pensée sociale un peu plus, c'est-à-dire comme le Québec du bon vieux temps, d'une manière. Je pense que c'est difficile d'aborder cette question-là aujourd'hui parce qu'il y en a eu des excès. Je veux dire, on a tous entendu des histoires, puis ça serait
pas responsable de dire que le portrait est tout blanc. Ça, mais mon point, il n'est pas là-dessus. Là, non. Puis, tu sais, on a juste à penser à des exemples comme le chanoine Gros ou le curé Labelle. Je veux dire, ces gens-là, ils ont fait immensément pour le Québec. Incroyable. Puis, si on n'avait pas eu l'Église à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait encore des Québécois? Est-ce que ça serait encore une société à majorité francophone en 2025? Tout le monde le sait, la réponse, c'est non. C'est non. Fait qu'à un moment donné, il faut être capable de faire la part des choses. Puis c'est là, je pense justement que du monde qui n'ont pas vécu cette expérience traumatique, je vois que ma génération, par exemple, ceux qui sont dans la vingtaine aujourd'hui, ils n'ont pas ce rapport justement presque pathologique là, à l'Église, comme quoi c'est le mal incarné. Moi, je ne l'ai pas non plus. Moi, je l'ai pas. Je sais qu'il y en a de mon âge qui en ont là, des histoires, des patentes. Moi, j'étais pas... Tu sais, moi, j'ai des histoires, j'en ai pas entendu tant que ça. Mais une chose, juste revenir à ton histoire de Duplessis, puis aussi de la religion, ça s'applique aux deux, c'est que j'ai comme l'impression que ça a été les premiers, je dirais pas cancellés, mais peut-être les premiers étiquetés. Et ça a été une manière de faire par après qui a fonctionné sur Duplessis. Mais j'étais pareil. À un moment donné, moi, j'ai été élevé à... On m'a dit que Duplessis, c'est un profiteur, puis c'est un gambler, puis c'est un gars qui faisait juste des trades. Si tu votes pour moi, il va te donner un bout d'asphalte, puis un ci, puis un ça. Mais finalement, plus tard dans notre vie, on lit sur Duplessis, puis je dis, merci, il était donc bien bon, lui. Donc, mais essaie d'aller dire ça à des gens qui ont entendu pendant 20-25 ans que Duplessis, il était mauvais. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, lui, il a été étiqueté faussement. Puis je le dirais, en général, pour l'Église aussi, on est spécialiste au Québec de faire ça. On va prendre, mettons, il y a 200 bonnes personnes dans la religion qui font un travail extraordinaire, qui tiennent les hôpitaux, les écoles, tout ce qui tenait, là, c'était le Québec. Ils ont tenu le Québec debout. Bon, ils vont retenir que les curés demandaient aux femmes d'avoir des enfants, puis ils vont retenir les curés qui ont fait des petites affaires aux petits gars. Obliger les femmes. Ils vont tous prendre comme les mauvais côtés, mais ils ne voient pas que, autrement dit, si le peuple québécois existe encore, puis si on l'a, Christophe, ça prend du courage pour vivre ici, là. Les Québécois, c'était des courageux, là. Ben ouais. Ils sont allés ouvrir des terres. Mais Christophe, à un moment donné, quand ils ouvraient les terres, qu'est-ce qu'ils faisaient pour rassembler le monde? Ils bâtissaient une église. C'est ça qu'ils faisaient. Exact. Ben ouais, puis une autre affaire sur la mémoire de l'Union nationale que j'ai remarqué quand je parle au monde, je sais pas si votre expérience est la même que la mienne, mais moi, j'ai beaucoup d'amis que, justement, au Saguenay, qui fouillait dans ses affaires de famille, puis il découvre la carte de membre de son grand-père. T'sais. Puis moi, j'ai eu une discussion avec mon arrière-grand-mère qui est décédée à 101 ans, il y a à peu près 2-3 ans. Puis elle qui a vécu dans le coin de Saint-Hyacinthe, fait qu'agricole, justement pendant pas mal d'années, sur une terre, puis tout. Puis elle m'avait raconté ça, elle a dit, mais tu sais, pour nous autres, Duplessis, c'était la manne, là. Il a électrifié la campagne. T'sais, à partir du moment qu'on a eu le courant sur le rang, ça a tout changé. Puis je revoterais pour lui à ce jour, là, dans le sens qu'il a vraiment fait du bien pour toutes sortes de gens. Mais l'affaire, c'est que ces personnes-là, comme si tu te souviens de l'entrevue avec Mme Arsenault, justement, c'était des gens ordinaires. Oui. C'était pas eux autres qui ont le micro. Puis je me souviens, j'ai regardé ça dernièrement, je me rappelle plus c'était où. On parlait justement du bilan de Duplessis. Je sais pas si c'est un livre, pour vrai, je m'en souviens plus. Mais le fait d'électrifier les campagnes, c'était vu comme... Eux autres, ils décrivaient ça avec mépris. Comme, il a donné un petit nanan à nos agriculteurs. Il a fait ça par électoralisme, blablabla. Ouais, mais tu sais, le courant... C'est quelque chose. C'est la modernité. Non, mais vous comprenez, dans le sens que les gens qui défendaient, c'est pas ceux qui tiennent le micro aujourd'hui. Oui, mais ça, tant qu'à ça, aujourd'hui, dans la politique moderne, ce genre de patente-là, ça se fait à tour de bras. Là. Il y en a même bien plus de choses. Si on parle d'acheter des votes... C'est positif. C'est très positif. C'est comme le gouvernement de la CAQ, il faut le donner. Maintenant, le Wi-Fi se rend partout au Québec, haute vitesse. J'espère. Puis est-ce qu'on dirait que c'est clientéliste pour le monde des régions? Ben non, c'est juste normal d'avoir accès à ça. Fait que, à un moment donné, de toujours regarder ça de manière méprisante, puis de pas comprendre aussi que quand tu fais des choses pour le monde normal, c'est bon. En tout cas, je sais que tu es proche de Mathieu Bock-Côté. Je pense qu'il te donne beaucoup d'espace en France et tout ça. Est-ce que tu as la discussion avec Mathieu Bock-Côté sur ton nationalisme, ton conservatisme? Puis je sens que tu as comme un peu de... T'aimerais que le PQ soit finalement un peu réorienté pour agrandir la famille nationaliste. C'est ça que je comprends dans ton discours un peu? Parce que lui, tu sais, Mathieu, moi, les discussions que j'ai avec lui, il comprend pas ça. Il dit non, faites-nous confiance. Allons-y, sautons dans le pays, puis après ça, on va régler les problèmes qui te dérangent. Mais moi, je dis non, parce que j'aimerais ça avoir un parti politique qui a comme but premier, si, mettons, j'ai l'intérêt d'avoir un pays avec le Québec, j'ai un nationaliste. Le reste, je ne veux pas m'occuper de ça. Moi, j'ai une seule patente en tête, c'est bâtir le pays.
puis qu'il soit à gauche, à droite, qu'il soit social-démocrate ou qu'il soit hyper-capitaliste, c'est pas à moi de régler ça. Moi, voici ce que je veux faire, voici quelle monnaie je veux mettre, voici quel allié je veux aller. Je vais aller m'entendre avec les États-Unis, je vais m'entendre avec le Canada, je vais m'entendre avec l'Europe, je veux faire telle chose, mais c'est pas à moi de vous dire quel genre de chars vous allez conduire. Vont-tu être électriques, vont-tu être au gaz? Est-ce que vous avez le droit, comme famille, d'avoir un SUV? Moi, c'est pas de mes affaires à moi, vous discuterez de ça après. Mais c'est comme devenu un parti comme ça. Et ça exclut. Tu sais, moi, en ce moment, le Canada me fait rien. Tu sais, moi, j'ai aucune appartenance au Canada, surtout depuis les 10 dernières années de Trudeau. J'ai pas d'appartenance. Mais, tu sais, je suis un peu un genre d'orphelin politique à ce niveau-là. Parce que le PQ ne vient pas me chercher, parce que j'ai l'impression que l'article 1 est noyé dans la social-démocratie, green, etc. Ce que je te disais tantôt. Ouais. Est-ce que, quand tu parles avec Mathieu, est-ce qu'ils sont ouverts? Mettons, toi, là, est-ce que tu es capable de rencontrer le PQ ou tu n'as aucun atome crochu avec le PQ, tu as passé à la CAQ, là, tu les vois aller, PSPP, tout ça, tu dis, oui, je suis nationaliste, mais j'ai absolument rien avec le PQ. Ou encore, je vois un espoir avec le PQ, peut-être qu'on est capable de leur faire réaliser que le nationalisme est le plus important que tout, puis on verra par après quel genre de pays on sera. Comment tu te situes là-dedans? Bien, d'abord, moi, j'ai un respect et une amitié infinie pour Mathieu, puis c'est pas à moi d'en dire du mal. Non, mais moi, je m'entends avec Mathieu à 90 du temps. Là, donc, mais c'est... puis je te dirais que, tu sais, peut-être là où on diverge, c'est que moi, mes 2 premiers livres, c'est quand même pour dire qu'à mon sens, la question de la préservation du peuple québécois est prioritaire sur la question du statut à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur. T'sais. Puis moi, sans dire, je suis devenu un peu agnostique sur cette question-là. C'est plus ma priorité politique. Tu sais, j'ai déjà milité au PQ. Là. Fait que pas comme si j'étais fédéraliste à côté et tout, mais disons que je vois déjà beaucoup de monde qui parle de cette question-là, qui le font bien. Puis moi, je me dis, OK, mais mettons la question identitaire, la question de l'immigration, la question de la natalité, la question de la famille, la question de quel genre de société on veut, la question de, justement, peut-être qu'on a trop d'État-providence au Québec, peut-être qu'il faudrait réorganiser notre modèle. Cette question-là me semble du moins prioritaire. Puis je me dis, où est-ce que je peux faire une contribution au Québec en ce moment? C'est peut-être de parler un petit peu de ça, où j'ai l'impression que dans le mouvement nationaliste, dans le mouvement souverainiste, parce que pour moi, je fais une différence majeure entre nationaliste et souverainiste. Je connais beaucoup de souverainistes qui ne sont pas nationalistes. J'ai regardé à Québec solidaire, puis en général, les souverainistes un peu plus montréalais, pas beaucoup d'affinité qu'eux autres. Puis je connais beaucoup de nationalistes aussi qui sont pas souverainistes. Oui. Fait que moi, je fais vraiment une différence entre les deux. C'est drôle parce que je connais beaucoup de nationalistes. Ben, j'en suis un, moi. Tu sais, j'ai un côté nationaliste. Sur une échelle de 10, je ne suis pas à 10. Là. Mais tu sais, on a tous là, le côté. Donc, j'en connais des gens qui ne sont pas souverainistes du tout, qui sont nationalistes, sont fiers sont fiers de où ils sont, puis ça, c'est normal. Mais je ne savais pas qu'il y avait des souverainistes qui ne sont pas nationalistes. Comment ça peut arriver, ça? Ben, tu sais, c'est. Moi, je fais juste observer, là, mais surtout à Québec solidaire, bon, on a certains au PQ, mais de dire, le pays, c'est pour justement le pays vert plutôt que l'État pétrolier. Oui, c'est ça, pour exact. Poursuivre notre modèle social parce que le Canada nous empêche d'être aussi progressiste qu'on devrait l'être en Amérique du Nord. Tout ce discours-là, il existe. Bon, mais moi, c'est eux. Mais oui, puis il prend beaucoup de place. Je pense que ça lève moins qu'il pense. Oui. On peut le dire comme ça. Là. Parce que. Tu sais, arrivons à ça, là, on va se le dire. Le côté, ce qui... Tu sais, j'ai un peu de misère. Moi, je suis pas partisan d'aucun parti politique, mais j'ai des atomes crochus avec Éric Duhaime. C'est quelqu'un que j'aime en plus comme ami. Mais je trouve qu'il est très frileux sur le côté... il se décrit lui-même comme nationaliste, mais un peu frileux sur l'histoire de l'immigration. Ouais. On l'a vu dans l'entrevue, parce que le lien qu'ils veulent faire est facile, là, c'est conservateur, droite, immigration, raciste, toton, colon. C'est un peu ça. Là, ouais. Quand on fait ce lien-là, ça vient. Oh, et j'oublie avortement. Il y a avortement qui arrive aussi. Là. Hein. Donc, tout est là. Donc, c'est assez facile. Là. Donc, c'est comme si ça résumait que ça là, dans l'histoire de quand tu es nationaliste et que tu veux se reconnaître chez vous. Ouais. Moi, j'ai jamais. Puis je regarde mes enfants, je regarde ma blonde, je regarde les gens proches de moi. Tu sais, moi, je suis loin. Moi, je me considère sur une échelle de 0 à 10, 0 raciste. 0, 0, 0, 0. Il y a une chose, par exemple, c'est que si l'immigration est mal faite, est trop rapide, comme ça a été fait au cours des dernières années, puis que j'arrive dans des endroits où j'ai l'impression que je ne suis plus chez nous, j'ai un malaise. J'aurais jamais pensé dire de faire de même il y a 7, 8, 9 ans parce que je ne le vivais pas, probablement. Mais là, on le vit. Donc, ça a été mal fait. L'époque Trudeau a été mal faite. Ouais. On pourrait débattre de ça. L'immigration, là,
Comment toi tu le vois? Tu sais, on en a besoin, je t'ai entendu dans l'entrevue, te dis on en a besoin, on n'est pas contre l'immigration, puis c'est vrai, moi, tu sais, je parle avec plein d'entrepreneurs, ils ont besoin de main-d'œuvre qui arrive d'ailleurs parce qu'on a un déficit démographique, on a un paquet de choses qu'on a comme frein à notre économie et l'immigration fait partie d'une certaine soupape pour ces entreprises-là, ça, je crois ça. Mais il y a quand même le nombre, il y a quand même la vitesse. Et je trouve que les impacts, on le voit dans les écoles, on parle avec des gens qui sont dans des écoles publiques actuellement, c'est complètement transformé, c'est même pas reconnaissable. Est-ce que les gens sont conscients que on est à peut-être un 100 ans de peut-être disparaître complètement? Puis tu sais, dans une certaine mesure, au Canada, on le voit. À Toronto, on arrive à Toronto, on arrive à Mississauga, et on n'a plus l'impression vraiment d'être au Canada. Est-ce que les Québécois sont au courant de ça quand tu parles ou ils te regardent quasiment en disant « Oh, ben moi j'ai le feeling que c'est un des sujets les plus importants actuellement dans notre société, en avant de la souveraineté et de la séparation. » Ben, écoute, moi j'ai écrit 2 livres pour dire ça. Fait que, évidemment que je suis d'accord sur la question de qu'est-ce qui devrait être prioritaire. Puis, tu sais, je pense que les gens ont été un peu surpris sur le plateau. Je sais pas si tu te souviens, quand j'ai dit, ben, tu sais, l'immigration, ça a déjà fonctionné au Québec. Tu sais, comment, ouais. Parce que, oui, tu sais, je veux dire, justement, c'est pas d'être contre le principe, tu sais. Mais quand tu vois ce que c'est devenu, t'as pas le choix d'être critique. Puis, on pourrait en parler des travailleurs étrangers temporaires. Parce que, tu vois, c'est peut-être un sujet de friction, disons, entre la droite nationale et la droite plus économique. Oui. Parce que, tu sais, tu regardes, c'est qui les premiers champions de l'immigration au Québec aujourd'hui, là? C'est pas les sans-frontiéristes de l'UQAM, entre guillemets, c'est le Conseil du patronat, OK? Puis moi, honnêtement, à titre personnel, je leur en veux beaucoup parce qu'ils sont en train de dynamiter le Québec avec leur modèle économique qui ne fonctionne pas. Puis, pour vrai, quand tu es rendu à 600 000 migrants temporaires dans un peuple de 8 millions qui est devenu 9 à cause de ça, tu peux pas te dire que c'est un modèle qui marche. Puis, surtout, je veux bien, des gens qui sont spécialisés dans certaines entreprises, tout le monde comprend. Mais quand c'est rendu que tu as des McDo qui sont rendus des filières, là, que tu en as pratiquement, tu n'as pas un employé qui est citoyen canadien dans ta shop, bien, peut-être qu'il y a de quoi qui ne marche pas. T'sais, dans le sens de dire que c'est pas comme ça que tu grandis une économie non plus. Puis je pense pas qu'on se rend service en adoptant ça comme modèle de développement. Puis considérant le point où c'est rendu aujourd'hui, c'est pas à dire, mais c'est ça que c'est devenu. Donc, toi, tu penses que les entreprises le font maintenant systématiquement puis qu'ils n'ont plus besoin nécessairement de fouiller dans la population locale pour essayer de trouver des travailleurs. Ben, ils vont systématiquement... Ils ont développé un genre de processus. Ben, c'est un réflexe, puis en même temps, c'est facile. Parce que, imagine, Jeff, tu gères une entreprise, puis tu peux avoir des gens qui ont un permis de travail fermé, qui sont contents d'être au Québec, puis que si ça ne fait pas l'affaire, tu peux les renvoyer chez eux. Oui. T'sais, à quel point ça fait une relation entre travailleurs et employés qui est vraiment disproportionnée. Puis c'est pour ça que dans les nouvelles, les esclaves. On voit souvent des histoires d'abus. T'sais, bon, l'ONU a dit esclavage moderne, mais il y a peut-être une part de vrai parce que c'est pas à droit égal. Après, bon, faut quand même dire que c'est des gens qui ont choisi de venir ici, fait qu'il faut pas charrier, mais n'en demeure pas moins qu'il y a cet élément-là de disparité qu'on peut comprendre pourquoi c'est une solution facile. Puis je sais pas si tu as porté attention, moi, franchement, c'est une des plus belles nouvelles de la dernière année, quant à moi, politiquement, que le Parti conservateur du Canada est en train de changer sa politique sur cet enjeu-là. Oui. Que maintenant, ils sont contre le programme des travailleurs étrangers temporaires. Avec le taux de chômage qui monte aussi, il y a un lien avec ça. Exactement, parce que même s'il y a un taux de chômage qui est très élevé chez les jeunes, on ne ralentit pas la cadence pour les travailleurs étrangers temporaires, puis le taux de chômage continue de monter chez les jeunes. Fait qu'à ce moment-là, on regarde, OK, est-ce que c'est vraiment... Le taux de chômage chez les jeunes, il est quasiment à 15-16 Ben c'est ça, fait que c'est énorme. Ouais. Mais tu vois que on pige quand même pas dans ce bassin-là. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'on a le droit de poser la question au moins puis de voir est-ce que c'est vraiment le modèle de développement qu'on veut, tu sais? Oui. Regarde, personnellement, moi, je suis impliqué dans une entreprise où on a 14 employés qui viennent 6 mois par année travailler à l'extérieur. Notre problème, c'est que quand on ouvre des postes, on n'a pas de CV. On n'a pas de CV parce que c'est des jobs difficiles, c'est des jobs... Il y a comme des jobs... Je pense que les jeunes... Ça aussi, c'est un autre débat, là, puis je ne vais pas le faire avec toi parce qu'on prendrait du temps, puis je ne vais pas prendre ça là-dessus, mais les jeunes ont une volonté de travailler, mais ils veulent avoir un certain type de job. Oui. Mais ça, c'est intéressant l'exemple que tu donnes, par exemple, parce que ça montre comment il faut faire des nuances sur ce dossier-là. Puis, pour l'avoir un peu creusé quand j'étais au cabinet, tu regardes les types de
programme, tu en as vraiment beaucoup. Tu sais. Je ne sais pas sur une entreprise de type agricole, parce que souvent sur... Oui, c'est terrain de golf, donc voilà, on OK. terrain Mais de golf. parce que, typiquement, l'immigration temporaire qui a historiquement le mieux marché au Québec, à mon sens, c'est dans le contexte agricole. Parce que, justement, c'est des gens, bon, souvent Amérique du Sud, qui vont venir, qui Exact, vont c'est ça. tu sais, faire le travail qui est demandé d'eux. Souvent, on dit qu'ils sont super travaillants, puis tout, mais j'ai vraiment rien contre. Puis, ils vont retourner après. Tu sais, pour eux, c'est un emploi qui est saisonnier. C'est ça. Mais là où le ressort a un peu cassé, c'est justement quand on l'a élargi à toutes sortes d'entreprises, puis où, veut pas, souvent, des gens qui vont venir ici font des emplois à l'année avec l'attente implicite que ça va mener à la citoyenneté. Puis c'est là que ça marche pas pour moi. Parce que là, après, tu vois justement des gens dont le statut expire, puis ensuite, le gouvernement fait sa job. On leur dit, bon, ben là, c'est terminé, vous allez retourner. Puis, évidemment, ça se déchire la chemise dans les médias en disant, mon Dieu, c'est terrible, je pensais que j'allais pouvoir rester, etc. Mais là, parce que c'est comme si... Soit il y a une part implicite dans le contrat qui n'est pas ce qu'on dit, parce que si c'est temporaire, il faut que ça soit temporaire. Puis, on peut dire la même chose pour les étudiants. On peut en dire long sur les universités, particulièrement les UQ, les universités publiques. Écoute, c'est des débats. Regarde, même aux États-Unis, il y a une frange, là, tu sais. Trump a dit, bon, ben là, je viens de m'entendre avec la Chine, on va avoir 600 000 étudiants chinois. Dans le mouvement conservateur, c'est quelque chose qu'on ne veut pas trop. Donc il y a beaucoup de clash là-dedans. C'est des vrais débats. Toute l'immigration et tout ça, est-ce que pour... OK, supposons j'ai saisi ton message, mais on va en avoir pareil, l'immigration. Oh, OK? c'est le nombre, puis la manière qu'on le fait, c'est là, probablement, où on aimerait que les gens le fassent mieux, puis que les gouvernements ne le fassent pas en imbécile comme ils l'ont fait au cours de la dernière décennie. Mais est-ce que tu penses que... Parce que toi, tu es la droite conservatrice chrétienne. Donc, est-ce que tu penses que dans l'immigration, parce que nous, on est comme pris avec l'histoire de la langue. Ouais. Donc, à cause de l'histoire de la langue, notre immigration est souvent musulmane. Parce qu'on a fait le tour de la France, on est venu à bout, on est allé un peu à Belgique, on a fait le tour de la Belgique, on a fait... donc, finalement, on est rendu dans certains... Bon, on est rendu au Maroc, on est rendu dans certains pays d'Afrique, etc. Pour les emplois saisonniers, on a un peu d'immigration latino, mais si je regarde à l'œil, je ne peux pas dire que je suis un spécialiste, je trouve que l'immigration latino, je comprends que quand il arrive, il ne parle pas le français. OK? Donc, je comprends le hic pour le nationalisme et dire on ne va pas disparaître, puis on veut que les gens qui ont notre langue. Mais en même temps, ces gens-là ont nos valeurs. Ils ont nos valeurs chrétiennes. Tu sais, on peut bien croire qu'on est dans une société laïque, là, mais souvent, la laïcité, c'est juste une forme de post-christianisme. Hein. Oui, c'est n'importe quoi, ça. C'est les mêmes valeurs, mais le monde ne va plus à la messe. C'est les mêmes valeurs. On est d'accord avec ça. On a les mêmes... Tu te situes où par rapport à où on prend l'immigration? Parce que c'est un autre sujet où moi, j'avais pas de... Moi, c'était pas mon sujet, l'immigration. Puis, à un moment donné, quand on a essayé de me coller l'histoire de la mosquée, ça m'a tellement viré à l'envers parce que c'est un sujet que je ne parlais jamais. L'immigration, j'en parlais pas. Là, avec les années, je dis pas que j'ai changé, mais je suis en train de changer un peu. Puis c'est rien contre les musulmans, c'est rien contre l'islam, c'est rien contre les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'à l'occasion, il y a des cultures, de par notre background religieux, notre manière de vivre, etc., nos valeurs. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne collent pas. C'est comme un couple. Il y a des fois, tu peux être avec une femme, puis tu pensais que ça allait être la bonne personne pour toi, puis tu en regardes après 3 mois, vous n'avez pas de lien commun. Il n'y a pas de point en commun. Vous ne faites pas les mêmes sports, vous ne parlez pas des mêmes sujets, vous n'avez pas les mêmes idées. Finalement, ça ne marche pas. Donc, vous n'avez pas d'affaire à être ensemble. Des fois, j'ai l'impression que la culture... mettons, musulmanes. Donc, ceux qui... Puis je sais qu'il y en a qui vont dire c'est pas tous des gens qui pratiquent autant qu'on pense, c'est pas tous des gens qui sont extrêmes. C'est pas de ça que je parle. Je dis juste qu'en général, on a l'impression d'avoir plus de difficultés à coller les deux ensemble. Donc, les Occidentaux et les gens qui arrivent des pays musulmans. Tandis que quand on importe des gens qui viennent de pays, mettons, de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale, ou des Caraïbes, on a des gens avec qui on fit plus. Est-ce que tu l'as, cette réflexion-là, dans tes livres ou dans tes pensées, ou vu que tes nationalismes, tu dis, oui, mais moi,
Dans le risque de disparaître, il y a beaucoup la langue. Où tu te situes là-dedans? Ben, moi, je pense qu'on a historiquement fait une erreur si on a voulu dire que l'identité québécoise, c'était juste le français. Là. Je pense que maintenant, Oui, merci. toutes sortes d'enjeux nous ont montré, puis toute la crise des accommodements raisonnables, on s'entend, c'était ça, puis on en vit encore les suites, là, d'une certaine manière. Après, c'est un peu difficile de cibler des pays parce que quand tu regardes notamment les ressortissants du Maghreb, tu en as beaucoup, typiquement des Kabyles, par exemple, qui sont comme historiquement persécutés par l'islam là-bas, qui sont très Occident compatibles, qui aiment beaucoup la civilisation. Puis tu regardes, par exemple, le mouvement laïque au Québec, bon, certains désaccords sur certaines choses, mais tu vois que historiquement, il y a beaucoup de femmes, notamment, qui sont issues de pays maghrébins qui sont impliqués là-dedans. On se souvient de Jamila Benhabib, Nadia Mabrouk. C'est des femmes super courageuses pour qui j'ai un immense respect. Puis je pense que quand on regarde ça, c'est un peu difficile parce que tu as comme deux types de ressortissants de manière. Je veux dire, tu as les Adil Sharkawi. Ça, c'est sûr que c'est comme le pire exemple. Puis, d'une certaine manière, des fois, je me demande si c'est la question religieuse ou si c'est la politisation de la religion. Typiquement, tu regardes ce qu'il y a eu en face de la basilique Notre-Dame à Montréal, ça n'a aucun bon sens. Moi, je suis vraiment pas de ceux. Puis je pense que l'Église en général, puis évidemment, je parle pas pour l'Église, je veux dire, je fais juste commenter, de dire « Ah, c'est la liberté religieuse pour tout le monde, on est aveugle à ça », s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là. Non, puis, c'est si une tu veux vendre ta salade au Québec, clairement, c'est la pire manière de le faire. N'importe qui fait genre des relations publiques... que c'était une provocation? Est-ce que tu considères que oui, évidemment. Puis l'affaire, c'est que c'était politique. Il aurait fallu dire ça. Il aurait fallu dire que c'est politique. Fait qu'à ce moment-là, Mais c'est ça notre débat. Quand on en jase avec Jerry adore jaser de ça. C'est le côté politique. Mais oui, c'est ça qui gosse, c'est la politisation. Tu sais, le côté... On a déjà eu, à une certaine époque, oui, la religion catholique se mêlait de la politique. Oui, ça a déjà arrivé dans le temps. Nos grands-parents nous en parlaient. Sauf que c'est pas un système politique. Mais c'est pas un système politique. Et là, la différence. Tandis que de leur côté à eux, c'est un système politique. C'est un système Moi, politique. c'est plus le côté politique. Le côté religieux, il ne me dérange pas du tout. C'est plus ce qui va avec le côté religieux où ils ont un objectif d'utiliser la religion pour prendre un certain contrôle politique. Même là, c'est un certain courant de l'islam. Tu regardes tout ça, ça descend de la révolution iranienne des années 70. Je veux dire, c'est ça aujourd'hui. Le hotspot de l'islamisme, c'est l'Iran. Puis d'ailleurs, c'est tellement malheureux parce que, je ne sais pas si vous avez rencontré des Iraniens, on en a quelques-uns au Québec, des gens formidables, qui, des gens brillants. Oui. Puis la civilisation perse, pour vrai, c'est des gens formidables, qui sont brillants, puis qui ont... avant, justement, la révolution islamiste, c'était un des pays les plus avancés de cette ère-là. Fait que, en tout cas, ça, c'est vraiment, on jase, là, mais s'il y avait un jour une espèce de contre-révolution en Iran, moi, je suis sûr que c'est un pays qui serait capable d'avoir une transition démocratique parce que tu as des gens formidables là-bas. Puis tu as toute une culture intello, underground, puis tout. Fait que c'est plus compliqué qu'on peut dire, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a ce projet politique-là. Puis c'est ça qui amène les conflits aujourd'hui. Puis c'est pour ça que de mettre ça sous le grand chapeau de la liberté religieuse, moi, ça m'agace. Parce qu'après, tu vas avoir toutes sortes de victimes collatérales. C'est comme ceux qui vont dire qu'on ne devrait pas justement critiquer les manifestations politiques en face de la basilique à cause qu'il y a des processions du Sacré-Cœur au Saguenay. Comme franchement, pour penser que c'est la même chose, il faut vraiment se mettre les deux mains en face des yeux. Mais quand je te rejoins, parce que l'histoire que tu racontes, c'est que si on fait notre immigration d'une manière beaucoup moins... Parce que là, c'est n'importe quoi. Là. On ouvre les portes, on réfléchit à rien, c'est le nombre, et on est en train de rien vérifier. Mais si on le fait de manière plus chirurgicale, OK? Comme ça devrait être fait quand on parle d'immigration, parce que c'est quand même gros. Là. On te permet de rentrer chez nous, on te donne tous les droits qu'on a, comme si tu étais citoyen depuis toujours, tu es venu au monde, etc. C'est quelque chose de gros. Donc, il faut que ça soit fait sérieusement. On peut faire ça. Mais c'est le genre d'immigration qu'on faisait avant. Ben oui, puis l'affaire, c'est les Iraniens que tu parles, il y en a qui sont arrivés il y a 40 ans. Là. Ben oui, c'est ça. Si, par exemple, tu vois, on voulait dire du bien du PQ, 35 000, ça me semble une cible qui a pas mal plus de bon sens que ce qu'on a vu dans les dernières années. Et typiquement, si c'était effectivement juste 35 000 personnes qui entraient au Québec par année, ben, ce serait pas mal plus facile de mieux la sélectionner. Mais là, quand tu es rendu, puis là, tu inclus les temporaires à 160, 180, 200 000, puis au Canada, même des années qui ont pété le million, c'est sûr que tu peux pas faire une sélection qui est très rigoureuse. Puis à ce moment-là, les deux, ils vont ensemble. T'sais. Fait que je pense que des fois, il y en a certains qui rentrent un peu dans le piège de dire on peut juste bien sélectionner, puis si on sélectionne bien, on peut en avoir 1 million par année. Mais non, parce que la sélection va aussi avec un certain nombre. C'est une politique holistique, là, si on peut dire. Puis dire que les Québécois ne sont pas accueillants. Ça veut dire les Québécois ont accueilli les Vietnamiens.
des hordes de Vietnamiens qui ont débarqué au Québec, au Canada énormément, au Québec énormément. Mais tu sais, ces gens-là se sont intégrés tout à fait d'une manière incroyable. Parce que ces gens-là sont arrivés, on va dire, des boat people, c'est du monde qui fallait qu'ils quittent leur pays. Mais tu sais, mais c'est du monde qui se sont... Pourquoi ils se sont intégrés comme ça, ces gens-là? Pourquoi ils se sont... Ben, c'est pas compliqué. Ils ne sont pas arrivés qu'un projet politique. De un? Il y avait des disciples de Confucius à travers, un peu de taoïsme. Mais la religion, on s'en foutait de leur religion. Puisque c'est des gens qui voulaient s'intégrer au Québec, qui voulaient travailler. Bien, ils l'ont fait. Puis, c'est-à-dire, c'est un modèle tout à fait extraordinaire. Mais on les a reçus d'une manière aussi extraordinaire. Mais le point, il est là. Le point, là, il faut le mettre, le point. C'est très important. C'est le projet politique, islamique. C'est ça le problème. Il ne faut pas se le cacher. C'est ça le problème. Puis je le répète, le Québec, on est très accueillant, le Québec. Est-ce que tu as peur, Étienne, est-ce que tu as peur que le Québec suivre le chemin. Tu sais, on parle à des Français, on connaît tous des Français. Ouais. Les Français nous avertissent depuis des décennies, depuis au moins 20 ans, 25 ans. Ils nous disent, faites pas les erreurs. Une des erreurs, souvent, je me rappellerai quand j'ai parlé avec un Français il y a une dizaine d'années, il m'avait dit, une des choses, si vous partez sur la laïcité, essayez de garder quand même le plus de religion possible à travers ce que vous pouvez le faire, même si la société civile ne veut pas autant. Parce que la minute qu'il y a un vide, il y a quelqu'un qui arrive pour s'en emparer. Ouais. Donc, la France, ils ont vu cette erreur-là. La Grande-Bretagne est en train de vivre encore de manière plus accélérée ce que la France vit. La Suède, encore plus accélérée que la Grande-Bretagne. Tu sais, la Suède, là, avant, on prenait ça comme modèle. On savait qu'un petit pays, 6 millions de personnes dans le nord, là-bas, ils ont tous un peu le même look. C'est des gens de plein air, c'est des gens qui ont un côté... gens d'affaires, ils ont un côté social. On les admirait. Là, ils sont quasiment en train de disparaître. Là. Leur société est en train de s'écrouler à une vitesse rapide. Là, les Suédois sont vraiment, 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 vraiment inquiets. Est-ce que, si on continue, est-ce que tu penses que le Québec peut se perdre demain? Oui, ben, tu regardes juste le Canada anglais, puis des fois, c'est un peu préoccupant, mais au point où d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je pense qu'au Québec, on n'est pas assez au courant de ça. Puis là, c'est sûr, c'est celui qui travaille à Ottawa qui parle. Non, mais je le vois maintenant, tu sais, que... Oui, mais ça, à Ottawa, on ne le voyait pas il y a 20 ans. Non, exactement, qu'au Canada anglais, puis je vais te dire, il y a un écart générationnel. Tu parlais tantôt de comment c'était pas une question que t'interpellais jadis, etc. Puis moi, je le constate à tous les jours quand je parle de ça. Puis c'est normal, tu sais, mettons, ceux qui ont grandi à une époque où l'immigration fonctionnait bien au Québec, c'est normal qu'ils n'en aient pas la même vision que ceux qui ont été politisés alors que c'est en train de partir dans tous les sens, surtout depuis 2015, il faut le dire. Fait que c'est clair qu'il y a un écart là-dessus, puis notamment, tu regardes des jeunes dans National Post, il y en a beaucoup, des jeunes brillants, je pense à mon ami Jeff Ross, des gens comme Ben Woodfinden, qui était directeur des coms de Pierre Poilievre jusqu'à tout récemment, puis qui était un vrai intello, une grosse tête, là, il étudiait à McGill en théorie politique au Doc, c'est un gars super brillant. T'en as beaucoup des jeunes forces là-dedans, puis pour vrai, je t'invite à aller regarder, ils ont lancé un Substack qui s'appelle Without Diminishment. Puis c'est vraiment, j'ai écrit un papier là-dedans pour Substack, c'est extraordinaire. Ouais, c'est super cool. Puis évidemment, ça arrive toujours un peu plus tard au Québec. Comment tu l'appelles ton... C'est Without Diminishment, comme sans diminution. Okay. Et puis, c'est vraiment comme toutes les forces vives, justement, de la New Right canadienne qui écrivent là-dedans pour essayer d'amener la question culturelle dans le débat. Puis c'est vraiment du monde qui sont super brillants. Puis en tout cas, moi, ça me fait plaisir de Comment les aider vous faites pour ne pas parce passer pour des racistes? C'est quoi votre... ce que je veux dire par là, c'est que vous savez comment ils veulent vous étiqueter. Ouais. Tu l'as senti vendredi. Ouais. Pas nous autres. Nous autres, moi, je suis de votre bord. Là. C'est juste que je les connais. Je sais comment ils sont. Les gens, les défenseurs de la laïcité, les défenseurs de la grande gauche. Ouais. La minute que quelqu'un se présente comme ces jeunes-là que tu viens de me décrire, comme toi, ils ont essayé en fin de semaine parce que tu étais juste plus vite. Quelqu'un d'un peu moins vite se fait manger. OK? En passant, tu as été bon. C'est pour ça que tu as été capable de sortir de là. Non, tu as été bon. Mais c'est pas tout le monde qui peut gagner. Là. C'est pas tout le monde qui peut gagner. Il y avait quand même beaucoup de monde. Ouais. Elle avait un agenda assez clair. Puis Marie-Louise, c'est pas ma préférée, mais quand elle veut arriver à un but précis, elle est capable d'y arriver. Donc, comme je disais tantôt, rapidement, on le voit. Là, ils veulent quasiment nous amener à Elvis Gratton. Là. Ah, la droite, ils sont sceptiques sur l'immigration. C'est sûr qu'ils doivent penser à l'avortement parce qu'ils sont du côté religieux. On le sait comment ça déboule. Comment vous faites justement pour
éviter ce piège-là parce que tu l'as dit tantôt, regarde, tout le monde se fait étiqueter. Ils ont réussi à prendre un gars comme Maurice Duplessis qui a fait de grandes choses pour le Québec. On a réussi à faire passer pour un méchant. Puis, moi, mon feeling, quand je t'ai vu cette semaine, OK, je t'ai écouté, j'ai donné mon téléphone à ma blonde, j'ai fait écouter à ma blonde qui l'a écouté pendant 20 minutes. Jerry l'avait écouté. Mr. White, en fin de semaine, voulait il dit, écoute ça. Moi, j'ai adoré ça. OK? Moi, j'ai adoré ça. Puis je t'ai trouvé brillant, puis parce que c'est un bon premier test, vraiment. Mais là, tu as 24 ans, puis je sais que tu vas devenir populaire. Je sais que tu ne resteras pas dans l'ombre. Je sais que tu vas avoir un futur extraordinaire. Mais ils vont essayer, malgré... Moi, je comprends tout ce que tu fais, là. Puis il n'y a rien de négatif dans ce que tu fais. Mais je sais qu'ils vont essayer de te démoniser. Est-ce que tu es au courant de ça? Bien, c'est sûr que quand tu t'inscris à droite dans l'espace politique, ça vient toujours. Ça vient toujours. Mais moi, je vais te dire, la réponse est toute simple, Jeff. Moi, je le sais qu'est-ce que je suis, OK? Puis je m'assume. Puis je le sais que je suis pas un raciste, je suis pas un xénophobe, je suis pas un homophobe, je suis pas... Sors-moi toutes les étiquettes, je le sais que c'est pas pour ça que je me bats. Puis je viens de sortir un livre, 360 pages, il y a de quoi se mettre sous la dent. Tu me permettras de faire ma promo quand même. Ben oui, vas-y. Je pense aussi que quelque chose qu'on m'a dit que les gens ont apprécié dans le livre, puis peut-être que c'est ça qui fait l'approche différente un peu. Oui, je suis très critique de la déconstruction. Oui, je suis très critique du multiculturalisme. Mais à la fin, j'essaye de dire aussi qu'est-ce que je veux. Parce que je pense que c'est peut-être un problème qu'on a eu à droite, au sens où on est très bon pour critiquer les excès du progressisme, etc., puis tout le monde les voit. Ça, on n'a pas beaucoup de solutions. Facile. Mais exactement. Puis moi, c'est pour ça que je dis conservatisme du bien commun. OK? On n'est plus en train de se battre contre les communistes, etc. Ça, c'est vieux, années 80, j'étais même pas là, c'est la guerre froide, terminé. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est reconstruire le cadre social, moral, culturel qui permet l'exercice de la liberté, qui, historiquement, est le socle de la civilisation occidentale. C'est comme, il y a un livre formidable aux États-Unis qui s'appelle The Conservative Foundations of the Liberal Order. Si tu veux que l'ordre libéral, la démocratie libérale fonctionne, tu as besoin d'une fondation conservatrice qui est plus solide. Ouais. Ça veut dire, justement, ça veut dire des valeurs, ça veut dire une culture. Ce sur quoi on est capable de s'entendre pour ensuite se chicaner, entre guillemets, pour avoir des désaccords, pour exprimer notre liberté de toutes sortes de manières. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Puis je pense que la plupart des gens, ils se reconnaissent là-dedans. C'est ça qu'ils veulent. Juste, tu regardes, là, en Occident aujourd'hui, tu fais un sondage... Il y en a plein qui ne savent pas passer. Oui, mais c'est ça. Puis tu fais un sondage aujourd'hui en Occident là, avec les peuples d'à peu près partout. Là. Tu le fais au Royaume-Uni, tu le fais en France, tu le fais au Québec. Ça donne à peu près toujours le même résultat. Les gens, ce qu'ils veulent, là, ils veulent de l'ordre. Ils veulent pas sentir qu'ils sont en danger s'ils sortent de chez eux. Super normal. Oui. Ils veulent un certain degré d'égalité au sens qu'on veut une classe moyenne qui est forte, qu'on n'a pas l'impression qu'on a une société qui est trop divisée avec de la misère noire. Il n'y a personne qui veut ça. Ça ne veut pas dire du socialisme à côté. C'est pas ça. Non. Puis on veut aussi une continuité culturelle puis identitaire parce que l'être humain a besoin de repères. C'est rien que normal. On veut être capable de savoir que les valeurs dans lesquelles on a grandi, que nos parents nous ont transmis, on va les donner à nos enfants, puis qu'il va y avoir quelque chose de ça qui va nous survivre. Il n'y a rien de plus humain. Puis, comme je disais, pour moi, là, il n'y a rien d'extrémiste, il n'y a rien de radical. C'est rien que normal de dire ça. Mais un modèle, mettons, ce que tu viens de parler, mettons, un modèle, c'est-tu... Je sais pas... C'est quoi? Y a-tu un modèle, mettons, une image? La Pologne, la Hongrie, tu sais... Les Polonais sont posés par... Tu parles du monde. Les Polonais, c'est des racistes, les Polonais. Mais non, les Polonais, les Japonais. Les Japonais. C'est des grandes nations. C'est du monde qui ont des... Les Russes. On va nommer. Les Russes sont comme ça. C'est-à-dire, ils ont des ils ont des politiques. Mais je n'embarque pas le gouvernement russe. Je parle des Russes. Mais je veux dire, ils ont des politiques, comme en Pologne, ils ont certaines politiques nationales pour la famille, encourager. Eux autres, ils veulent pas, ils veulent survivre. Là, y a-tu une société modèle un peu qu'on peut, mettons, viser ou que tu vois comme un peu comme ce qu'il y a de mieux? Bien, tu sais, honnêtement, moi, je trouve que c'est une question qui est difficile, celle-là. Parce que d'une certaine manière, c'est tough d'essayer d'extrapoler d'une nation vers une autre. Puis moi, je me suis toujours un peu méfié de ça, dans le sens, évidemment, je suis quelqu'un qui aime lire, qui regarde un peu. Mais tu sais, c'est sûr que vous en rappelez, vous êtes plus vieux que moi, quand les communistes dans les années 70 nous parlaient de l'Albanie, puis comment que c'était formidable, que si seulement on y allait, ça serait merveilleux. Puis finalement, tu vois, c'était une société terrible où il fallait faire la file pour du pain, comme évidemment dans tous les pays du bloc de l'Est. Fait que je trouve ça difficile d'essayer. Oui. Tu sais, il n'y a pas d'Éden sur Terre, puis on va pas le trouver. Mais après, tu sais, est-ce que ça serait bon de mieux contrôler notre immigration? Bien évidemment. Est-ce que ce serait mieux d'avoir des politiques pro-famille? Ben oui. Tu sais, fait que
c'est tough de dire, moi, je veux être comme là-bas, parce qu'au final, moi, mon unique modèle, c'est le Québec, puis ce que j'aimerais que le Québec devienne. Mais, effectivement, est-ce que ça veut dire de continuer dans la même track du modèle québécois, etc.? Non. Mais c'est ça le Québec du temps, dans le sens que, c'est ça le Québec, la famille, l'entraide. Ouais. Ça veut dire, tu sais, on prend un modèle. Tu sais, les Amish sont bien drôles, les chapeaux sur la tête, la calèche, là, sont mais non, mais je veux dire, ils s'entraident-tu, ce monde-là? Ouais, ben. Tu sais, les Beaucerons, là, ils ont une réputation, puis ils l'ont encore, puis ils le font encore. C'est-à-dire, la grange brûle, ils se mettent la gang pour leur bâtir. Mais c'est des affaires que tu dis, tabarouette, ils ont pris ça où? Mais tu veux dire, c'est on avait ça tellement dans les années 80. Ben voilà, mais ça, cette espèce de base-là de société, moi, j'aime ça. Là. Ouais, ben tu sais, justement, des années 80, pas dans les années 50, parce que ça, c'est facile aussi quand on défend les idées qu'on défend. Ah, ben dans le fond, tu veux retourner dans les années 50. Ben non. Puis, tu vois, c'est pour ça, moi, une étiquette que j'aime beaucoup, puis c'est le courant que je cite beaucoup dans Anti-Civilisation, c'est ceux qu'on appelle les post-libéraux. Tu sais, parce que moi, je me définis pas comme libéral au sens où la liberté, c'est pas la base de la nature humaine pour moi. Je pense qu'il y a justement, comme on dit, un socle qui précède la liberté. Là. Mais je pense aussi que, justement, il faut être capable de voir qu'est-ce qui vient après. Puis je pense qu'il y a une certaine forme de pensée classique qui peut nous aider là-dedans, mais ça veut pas dire non plus... Tu sais, je suis pas un réactionnaire, je suis pas un pré-libéral, justement, je suis un post-libéral. C'est-à-dire, à partir de la situation où on est en ce moment... Puis déjà, est-ce qu'on vit encore dans des sociétés libérales? D'aucuns diraient que c'est peut-être pas le cas. Puis comment est-ce qu'on est capable justement de reconstruire ce socle-là pour l'avenir? Puis moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Puis dans le travail qu'on fait chez Cardus, il y a beaucoup ça. Je veux dire, on est pratiquement le seul think tank au Canada qui s'intéresse à la société civile. De dire, OK, oui, on parle de l'État, de l'individu, du contribuable, du trésor public, j'en suis. Mais c'est quoi qu'il y a entre les deux? Oui. C'est quoi les écoles, les associations bénévoles, exactement. Tout ça dans lesquels on évolue, on espère, puis malheureusement de moins en moins. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut justement reconstruire puis remettre ça de l'avant? Parce qu'au final, une société qui est incarnée, c'est ça. T'sais. Puis écoute, parler de christianisme, on peut dire quand même la charité chrétienne est beaucoup plus directe que l'État-providence. Mais dans le sens, est-ce que c'est ta vision de la charité de te faire prendre la moitié de ton salaire et que ce soit des bureaucrates qui le redistribuent? Là, tu me fais tellement plaisir. Mais en plus, on n'a pas le service. On n'a même pas le service. On le paye, on paye pour le service, mais on le reçoit même pas. Au moins, quand on allait à l'église, de temps en temps, il y en a un qui peut-être qui fermait la porte parce qu'il était tard, mais généralement, on avait un service. Ils donnaient des services directement dans la communauté. C'était très, 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 très lié. Tu le vois comment au niveau politique en ce moment, après avoir travaillé avec la CAQ? D'abord, est-ce que tu as été... Est-ce que tu as... d'abord, est-ce que tu avais des atomes crochus vraiment au départ avec la CAQ ou c'était juste une job que tu as eu? Moi, comme je te disais, j'ai milité des années avant de travailler là. OK. Donc, tu es passé du PQ, tu as milité avec la CAQ. Il faut dire qu'il y a un lien direct entre les deux. J'ai fait 1 an au PQ puis 6 ans à la CAQ. Fait que je suis pas mal plus... Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères encore comme caquiste? Ben, moi, je suis non-partisan aujourd'hui, puis je peux pas faire ça. Puis, non. Je comprends. Non, mais tu sais que, Jeff, je répondrai pas à cette question-là. OK, parfait. Mais, tu sais, je vais le dire, si le PCQ m'invite demain à aller parler à son congrès, je vais y aller avec grand plaisir. Si le PQ m'invite demain à aller parler à son congrès, je vais y aller. Si les libéraux, QS, sait-on jamais, je vais y aller. OK. Parce que c'est des idées, puis je pense que c'est des idées qui ratissent pas mal plus large qu'une chapelle partisane, puis qu'à un moment donné, si on veut changer le Québec, c'est comme ça qu'il faut y aller. Non, mais je te posais pas la question pour te mettre sur le hot seat. J'essaie de trouver... parce que, regarde, ton timing est excellent. Puis, regarde, ça fait longtemps que tu brasses ce sujet-là, mais je veux dire, le timing avec ton livre est incroyable parce que je pense que beaucoup de... Moi, si j'étais Éric Duhem, j'essaierais de trouver cette fibre-là chez les gens. Il faut trouver une manière d'ouvrir cette affaire-là parce que je le sens tellement qu'avec ce qui se passe, on est comme désorienté en ce moment. Puis dans ce temps-là, c'est là où on a besoin de trouver nos repères. Puis j'ai l'impression... Puis moi, je suis zéro nostalgique. Oui, je peux écouter mes vieux albums de Yes que j'écoutais en 1985, là, mais je veux dire, j'ai pas de côté nostalgique. Tu sais. Sauf que de ce temps-là, puis c'est pas lié au fait que j'ai 58 ans, c'est que je vois notre société se dégrader d'une certaine mesure. Je vois comment les gens se comportent avec les téléphones, les ci, les ça, pas quelle affaire. On est de plus en plus éclatés, on est de moins en moins unis. Oui, je me rappelle les années 70, j'étais dedans. Je me rappelle les années 80, j'étais dedans. On n'était pas si riches, mais en même temps, on était très riches. Donc, j'ai comme un ennui de cette époque-là. Puis j'aimerais ça qu'on y revienne parce que les gens étaient ensemble. Les gens étaient ensemble. Nos valeurs étaient... On avait l'impression qu'on était un peu tous pareils. Je ne sais pas si c'est négatif de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde plus souvent qu'autrement. Là, maintenant...
On n'est jamais sur la même longueur d'onde. Il y a 1000 visions. Même à travers la droite, il y a 1000 éclatements. Même à travers la gauche, il y a 1000 éclatements. Il y en a un qui va être pour la Palestine, l'autre va être pour Israël. Tout le reste sont sur la même chose. Ouais. Donc, il y a juste des points de division maintenant. Et en plus, j'ai aimé ton point, c'est que notre société maintenant, elle met tous ses efforts sur les marginaux et le monde ordinaire n'est pas considéré. C'est comme s'il n'existait pas. Puis moi, à une certaine époque, puis j'en parle régulièrement parce que je n'ai pas honte de ça, je me suis rallié avec les années. Mais à l'époque, dans le débat du mariage gay, je faisais partie publiquement, aujourd'hui, je ne pourrais plus avoir ce discours-là, mais à l'époque, on pouvait l'avoir. Tu sais, j'avais dit, ben moi, la seule raison pourquoi, moi, je n'ai pas de problème, est-ce que les gens aient une union, qu'il y ait au niveau civil une reconnaissance des droits au niveau juridique quand ils se séparent, etc. Mais je dis, il y aurait quelque chose, le mariage, il faut qu'il y ait une différence entre le mariage traditionnel, la famille, donc une famille, un homme, une femme, des enfants, et des gens qui se marient différemment. Donc, c'était pas rien contre la communauté gay, au contraire. Moi, j'ai été élevé dans ma famille, il y avait depuis que je suis toute jeune, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Là. C'est pas quelque chose qui m'a épeuré dans ma jeunesse. Là. Au contraire, moi, c'était juste normal. J'ai grandi à voir ça tous les jours. Mais je voyais une différence. Puis je me disais, il faut faire attention à ça, parce que quand on change des choses, bien, graduellement, on en permet une, après ça, on en permet deux, on en permet trois. C'est rien contre la première, c'est rien contre la deuxième. Mais à un moment donné, on va être rendu à la 50e, puis là, on va se regarder, puis on va se dire, hein, notre société a vraiment changé, on ne se reconnaît plus. Puis c'est même un peu quétaine d'être normal, d'être du monde ordinaire. Mais parlons-en de la norme puis de la marge, parce que c'est un des grands thèmes du livre. Je pense que honnêtement, c'est un des enjeux de l'époque, parce que cette espèce de débat-là, justement, entre les deux pôles, on le voit presque de manière un peu subtile dans quasiment tous les enjeux d'actualité, surtout sur les questions sociétales, identitaires, on s'entend. Puis, je pense que quelque chose qui est souvent mal compris, je ne sais pas si c'est par mauvaise foi, je pense que souvent, ça ne l'est pas, tu sais, chez nos amis progressistes, c'est de dire, OK, dans le fond, justement, tu veux que tout le monde soit pareil. Mais c'est pas ça. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit bien que les sociétés occidentales ont toujours été pluralistes. Il y a toujours été du monde qui sont pas pareils. Mais la question, pour moi, c'est vraiment de savoir comment... On a beaucoup de points communs. Oui, mais la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on se valorisait. Tu sais, est-ce que on se valorisait parce qu'on appartenait ou parce qu'ils nous divisent? Puis tu vois, moi, la semaine prochaine, à Ottawa, je parle pour une conférence qui est organisée par Jamil Jivani, justement, sur la question des politiques EDI, équité, diversité, inclusion. Oui. Puis ça, c'est exactement l'inverse. C'est de dire, pour être promu, pour avancer dans une organisation, c'est par ta marginalité que tu te valorises. Oui. Puis à partir de ce moment-là, c'est vraiment, tu sais, on est tous plusieurs choses. On a tous des choses par lesquelles on se rattache à la norme. On a tous des choses qu'on est plus différents. C'est normal. On est des êtres de toutes sortes de facettes. Puis c'est qu'est-ce que tu choisis de mettre de l'avant, puis qu'est-ce qu'on valorise chez toi. Puis c'est sûr que si on valorise, plus tu es capable de t'éloigner de ce que les autres font, bien, tu vas créer une société du conflit, tu vas créer une société conflictuelle. Puis c'est sûr qu'on ne se retrouvera plus dedans. Tu sais, c'est un peu normal. Là. Un économiste te dirait c'est une structure d'incitatif. Tu sais. Qu'est-ce que tu incites les gens à faire? Puis c'est ça qui arrive. Et d'ailleurs, tu parlais d'Éric Duhem. Son livre sur l'homosexualité et le dernier gay, super intéressant. Ben oui. Tu sais, il dit... Moi, je suis gay, je n'en ai aucune honte, mais c'est pas comme ça que je vais être vu publiquement d'abord. Je veux pas qu'on dise, tu sais, voilà, lui d'abord et avant tout. Puis c'est normal. Puis je pense qu'il y a même, sans dire la majorité, il y en a beaucoup qui pensent comme lui. Exact. Il y en a beaucoup qui pensent comme lui. Puis c'était courageux de dire ça. Ben oui. Parce que c'est pas sûr qu'on entend publiquement. Ben oui. Fait que, force à lui. Et c'est un exemple, justement, de ce que je dis. Tu sais, dans le sens que c'est pas de dire, est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il fait ou pas, est-ce qu'il a le droit de se marier ou pas, c'est vraiment pas ça la question. Mais c'est comment est-ce que tu te valorises. Voilà. Puis justement, si tu dis, moi d'abord et avant tout, je suis un Québécois, c'est à ce titre-là qu'on se rejoint, bien, on est ailleurs. Puis à ce moment-là, puis c'est ça aussi le paradoxe, c'est que c'est bien plus facile d'accepter nos différences quand on se rappelle que d'abord et avant tout, on a des choses en commun. Bien plus facile d'accepter ça. Puis c'est comme si on l'oubliait, c'est comme si c'était un jeu à somme nulle entre les deux, mais moi je crois pas à ça. C'est arrivé comment ça, c'est arrivé subtilement, le côté marginal qui prenne autant le contrôle. Il manque le début de ça. On dirait que c'est arrivé comme boum. Oui, le DEI, OK, j'ai tout vu. À partir de là, comme tu dis, c'est la différence qui fait que tu peux avoir un emploi ou un autre dont pas le mérite. Okay, moi, je pense que c'est arrivé avec les femmes. Parce que les femmes, autrement dit, il fallait comme balancer, c'est normal, là, je ne sais pas dans quelle année, peut-être des années 70 ou 80, à un moment donné, tu disais, ah ben là, ici, dans le bureau chef, là, on est juste, on est 10 gars, là. Ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Et tu vas dire, on va engager des filles. Mais là, l'affaire, c'est que tu engages des filles parce que c'est une fille. Mais c'est l'affaire le plus méprisant que tu ne peux pas avoir. Tu veux dire, se faire engager parce que tu es une fille. Moi, tu peux pas dire ça à ma femme. On s'entend-tu? Pas de sacré coup de poing. Mais toi, tu es jeune. Engage-moi parce que je suis bonne. Peut-être que pour toi, tu n'as pas vécu ça, mais moi,
j'ai 60 ans. Là. Moi, j'ai vécu ça. Là. À un moment donné, ça prenait une fille quelque part où il y avait un conseil d'administration, puis il était, je sais pas, puis là, il n'y a pas de femmes. Bon, on va acheter des filles. On va les asseoir là. Mais c'est quoi cette histoire-là? En fin de compte, c'est super méprisant. Là. Mais ma femme, elle a vécu ça. Là. Cette époque, l'époque où être une fille, à un moment donné, il y avait. Bon, il y a un siège là-bas, là. Ouais. Là, ça fait 5 gars qu'on l'engage. Bon, on va l'engager une fille. Là. C'est bon, on va la mettre là. C'est insupportable. Mais moi, je pense que ça a commencé par là. Et par la suite, ça s'est. Ça, c'est positif. Ce que Jerry dit, c'est positif, là, dans le sens que c'est les femmes qui nous en parlent. Qu'aujourd'hui, eux autres, ils trouvaient ça, dégradant pour eux autres, qu'est-ce qui est arrivé dans ces années-là, parce qu'ils se disaient on n'avait pas des positions parce qu'on le méritait. On avait des positions parce que ça prenait un symbole. Ça prenait nous autres, on voulait avoir nos postes, non pas parce qu'il y a une loi où il faut, mais parce qu'on le mérite. Tu comprends? Mais, tu vois, moi, en fait, je pense qu'une erreur qu'on a faite, c'était d'extrapoler cette situation-là à tous les autres groupes qui n'étaient pas des hommes blancs, pour le dire ainsi. Parce que ça, j'avoue, c'est mon côté pro-famille qui va parler, mais d'une certaine manière, je le comprends. Puis, moi, je ne suis pas pour discrimination positive. Mais la situation des femmes sur le marché du travail, ça vient quand même de différences importantes, dans le sens que combien de fois tu n'auras pas de promotion parce qu'on dit « Ah, es-tu sur le bord de tomber enceinte? » Ou « Ah, ben elle part plus tôt parce qu'elle va chercher ses enfants à garderie. » Fait que, tu sais, à ce moment-là, puis justement, moi, je le dis, moi, je suis pro-famille. Je veux que les gens ils soient capables de concilier leur vie de travail et leur vie de famille. Fait que c'est une question qui est touchée. Puis c'est sûr que tu veux pas engager des gens juste parce qu'ils cochent une case. Personne ne veut faire ça. Mais est-ce qu'il y a pas un rattrapage à faire un certain temps? Puis honnêtement, aujourd'hui, moi, dans les mesures, puis je vais en écrire des papiers sur la question de la natalité au Québec, puis comment on peut avoir des mesures plus pro-famille. Puis moi, je pense que d'avoir quelque chose qui permet davantage aux femmes qui souhaitent avoir une belle carrière de le concilier avec le fait d'avoir des enfants, puis qu'on n'ait jamais l'impression qu'il y a un conflit entre les deux, ça en fait partie. Fait que c'est une question qui est tough, parce qu'il peut y avoir du bon comme il peut y avoir du mauvais. T'sais. Mais c'est plus facile que jamais. Parce qu'avant ça, c'était plus difficile, mais aujourd'hui, avec la technologie, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est plus facile que jamais pour les femmes, je veux dire. C'est ça. Mais je voyais sur le site Cardus, justement, là, vos recherches. Là. Cardus Éducation, Cardus Santé, Cardus Citoyenneté. Mais le Cardus Famille. Puis justement, c'est. Tu parles il parle de politique publique, même. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, justement? On parle justement de travail pour les femmes, les familles, Est-ce que, mettons, est-ce que c'est dur de changer aussi puis Jeff, il en a parlé souvent. Mettons qu'une femme qui décide de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Aujourd'hui, c'est un peu mal vu, ça. Oui, mais ça, c'est... justement, quand je pose la question de la liberté dans le livre, la grosse question, souvent, puis la raison pour laquelle j'en suis critique, c'est que souvent, c'est pas une vraie liberté, dans le sens où est-ce que je peux librement choisir la tradition, entre guillemets? Souvent, ils vont dire « Ah non, mais c'est parce que t'es pas vraiment libre quand tu choisis ça. » Fait qu'à ce moment-là, est-ce que la liberté que tu défends, elle est vraiment libre, entre guillemets, ou tu essaies juste d'orienter vers une option qui est plus progressiste, éclairée, etc.? Fait que c'est pour ça que moi, c'est un concept que j'aime pas beaucoup et que j'ai l'impression qu'il est utilisé à toutes les sauces. Après, sur les politiques familiales, comme disent les Chinois, stay tuned, parce que c'est quelque chose sur lequel je veux travailler dans la prochaine année. Pour le Québec en particulier, ça fait juste 3 mois que je suis là. Fait que donnez-moi une chance, les gars. Ça se fait sur le temps long, ces j'ai parlé la semaine passée, j'ai dit on devrait donner 5 enfants, plus d'impôts pour le père, la mère, pour le reste de leur existence. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'ils font en Hongrie pour la mère. Puis, au début, c'était 4 enfants. Oui, là, c'est rendu 2 enfants. Fait que, il y a pas mal de monde au Québec qui ne paierait plus d'impôts. Ouais, là, 2, c'est pas beaucoup. Là. On a de la misère à se remplacer quand c'est juste 2. 4-5, on est prêt. Là, ça serait un bon deal. Est-ce que tu sens pour le côté... On n'a pas parlé du côté religieux. Il va falloir bientôt. On va te garder 5 minutes encore. Est-ce que le côté religieux, tu sens qu'il y a une recrudescence? Je regarde les plus jeunes. Bon, c'est sûr que ma plus jeune à moi était à l'école aux États-Unis. Elle a eu à côtoyer ça. Donc, tu sais, je la vois cette semaine sur Instagram, une photo, puis je vois sa croix dans son cou. Est-ce qu'il y a une recrudescence de la religion chez les jeunes? Est-ce que tu le sens, ça? Bien, on en a un peu effleuré le sujet tantôt, mais je pense que le rapport, en tout cas celui que je perçois chez les jeunes dans la vingtaine, est différent de ce qu'on peut dire vraiment les traumatisés de la grande noirceur. On n'est vraiment plus là. Puis c'est clair que justement, quand le constat avec lequel je finis le livre, c'est vraiment de la question des jeunes qui ont l'impression qu'ils n'ont pas hérité qu'est-ce qu'ils auraient dû, puis qui recherchent des repères après. T'sais. Puis après, je pense pas que ça va redevenir un phénomène majoritaire au Québec, en tout cas pour moi, pas de mon vivant. Mais
tu vois, il y a quand même une hausse des baptêmes chez les jeunes, par exemple. C'est aussi le cas en France. Fait qu'il y a des gens qui ressentent cet appel-là. On pourrait aussi dire que ça vient du fait que les gens baptisent plus leurs enfants bébés. Fait que c'est sûr que ceux qui vont le choisir, vont le choisir plus librement, peut-être. Mais après, c'est clair que quand on a justement des sociétés qui sont plus prêtes à assumer leurs valeurs, bien, les gens, ils vont les chercher quelque part. Fait que d'une certaine manière, c'est pas très, très, très surprenant. T'sais, encore une fois, c'est pas, le Québec ne va pas devenir une théocratie, ça va pas être la grande noirceur, etc. Mais il y a des bienfaits personnels d'avoir la foi. Tu t'inscris dans une communauté, etc. Je comprends très bien pourquoi les gens cherchent ça. Il y a quelque chose qui bouille. On voit le succès du film, là, puis toute l'histoire du film Sacré-Cœur en France. Ouais. Tout ça. Non, mais c'est inimaginable. Ouais. Ils remplissent les salles continuellement. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui y vont pour le film. Oui. C'est-à-dire il y a quelque chose qui bouille quelque part. Ben, tu sais, la nature a horreur du vide, c'est aussi simple que ça. T'sais. Étienne-Alexandre Beauregard, ton livre, fais un pitch. Dernière minute, faire un pitch pour nous dire. D'abord, est-ce que c'est-tu toi qui l'as est-ce que écrit? Oui. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, il y en a qui sont éditeurs, etc. Ils font tout. Non, c'est paru aux Presses de la Cité, qui est dans le groupe Éditis, qui est le deuxième plus gros groupe en France. Là, il publie le Larousse, Plomb, Perrin, etc. C'est vraiment une super maison. Puis d'ailleurs, comme disent les Anglais, shout-out à eux, parce que l'aide que j'ai eue en France a été vraiment exceptionnelle. Puis c'est ça qui a permis d'avoir une tournée bien comme celle-là. Wow. Puis donc, le pitch d'Anti-Civilisation, c'est vraiment de voir, un peu partant du constat qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui virent plus à droite, d'une certaine manière, je l'incarne. Comment est-ce que c'est arrivé? T'sais, comment est-ce que dans les années 60-70, une personne dans à peu près tous les pays occidentaux qui ont décidé qu'il vaudrait mieux de couper le fil de la transmission, repartir à neuf, entre guillemets, pour une société rêvée, etc., de liberté maximale, puis que finalement, ça n'a pas donné ce qu'on pensait. Parce qu'une bonne partie du livre aussi, c'est d'explorer qui paye la facture quand on déconstruit un peu le filet de sécurité culturelle et morale qui tient nos sociétés. Puis souvent, c'est les plus faibles. Ça, c'est quelque chose qui rentre pas très bien dans le cerveau progressiste parfois parce qu'ils ont l'impression que, justement, les gens sont prisonniers de la famille, de la culture, de la nation, puis que si on les émancipe, tout va bien aller. Mais en fait, c'est de voir c'est quoi le côté sombre de l'émancipation. T'sais. Et après, la question, on en a parlé un peu tantôt, c'est le projet positif. Comment est-ce qu'on est capable de reconstruire? Comment est-ce qu'on est capable d'avoir une fondation qui va être plus solide pour nos sociétés pour être capable de pleinement vivre cette liberté-là que je pense qu'on souhaite toujours? Je vais finir en disant la même chose que je t'ai écrit sur X. Impressionnant et bravo. Donc, vraiment impressionnant. Regarde, tu sais, des fois, on entend les histoires de sa jeunesse, mais il n'y a rien de plus faux. Tu es un bel exemple de ça. Donc, keep going, comme les Chinois disent. Donc, keep going. Donc, Étienne-Alexandre Beauregard, je vais vous annoncer quelque chose. On va entendre parler de lui encore pas mal. Mon feeling, c'est ça qui va arriver. Bonne chance pour le reste. Hey, merci. On va s'en reparler, ton prochain livre. C'est bon. J'ai hâte de savoir le fond du livre, mais j'ai quelques idées en tête. J'ai déjà quelques idées, je suis sûr que tu vas être dessus. Bye-bye. Radio Pirate. RadioPirate.com